Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce numéro de Questions majeures. Questions majeures, un rendez-vous qui se veut contributif au débat national sur le développement au Burkina Faso. Il abordera des questions d'intérêt pour le pays, l'objectif étant de mobiliser les populations burkinabées sur les grandes thématiques en lien avec l'actualité et le contexte de lutte contre le terrorisme et les engager ensuite sur le chemin du développement socio-économique du pays. Son but est aussi de sensibiliser pour une prise de conscience sur ce qu'il y a de constructif ici au Faso. Pour ce numéro, une interrogation. Quel équilibre entre la nécessité d'informer et de communiquer tout en respectant l'éthique dans un contexte de crise sécuritaire? Comment expliquer une certaine distance des populations vis-à-vis des contenus des médias en lien avec la crise sécuritaire? En somme, quel est le rôle des acteurs de l'information et de la communication dans un contexte de crise sécuritaire et de lutte contre le terrorisme? Pour en parler, je suis avec Dr Cyriaque Paré, spécialiste en sciences de l'information et de la communication, spécialisation notamment en multimédia. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et merci de venir répondre à nos questions. Deuxième invité à ces échanges, Idriss Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes communicateur spécialiste de communication en politique. Et donc, avec ces deux invités, nous allons aborder dans un premier temps des questions notionnelles sur l'information et la communication, mais aussi les acteurs qui composent cette grande famille. Et ensuite, on reviendra sur un certain nombre de pratiques journalistiques et communicationnelles en lien avec le terrorisme avant de pouvoir proposer un certain nombre de perspectives concernant le sujet qui nous réunit ce soir. Docteur Paré, on commence avec vous d'ailleurs. Quand on parle d'information et de communication, est-ce que ce sont des jumeaux? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une différence? Il y a une nuance. C'est la même famille qui a pour objectif de faire de la médiation dans la société, de faire en sorte que les citoyens soient au courant de ce que font les autres citoyens, donc d'informer les citoyens, de les mettre au courant de ce qui se passe dans leur communauté. L'information au sens journalistique, c'est la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, c'est-à-dire avec des principes essentiels comme la recherche de la vérité, l'intérêt général et aussi l'équilibre. C'est ce qui caractérise l'information. Quant à la communication, il y a derrière la notion, en plus de mettre les uns en contact les autres, aussi l'objectif de donner une bonne image d'une personnalité, d'une organisation, de faire en sorte que le discours que veut faire passer une personne ou une structure soit bien perçu et qu'en retour, l'auteur ait une bonne image auprès de son public. Ce qui n'est pas forcément ce que recherche le journaliste quand il fait son travail, ce qui fait la différence. Le journaliste est guidé plus par la recherche de la vérité, comme je l'ai dit, l'intérêt général et l'équilibre. Même s'il doit verser dans le sensationnel? Pas forcément. Le professionnalisme ne conduit pas au sensationnel. Quand on parle d'équilibre, c'est aussi l'équilibre dans les termes que l'on emploie, dans la distance qu'il faut avoir par rapport à l'objet de l'information, au contenu qu'on collecte et qu'on traite. Donc, un bon journaliste ne verse pas dans le sensationnalisme, sauf à savoir ce qu'on entend par sensationnalisme. Quand on parle de recherche de vérité, si ce qui est vrai est sensationnel, ce n'est pas le journaliste qui fait le sensationnel, mais c'est plutôt l'objet de son travail qui est sensationnel. Ce n'est pas sa façon de le traiter qui rend sensationnel quand il est professionnel, mais c'est l'objet. Voilà. S'il y a des faits sensationnels et qu'il la rend compte, évidemment, ça sera sensationnel. Mais ce n'est pas les mots qu'il emploie qui donnent le sensationnel. Donc, mais il y a également que dans cette définition du journaliste que vous dites, il y a aussi ce côté inattendu qu'on peut percevoir, de toujours s'intéresser aux trains qui n'arrivent pas à l'heure. Oui, parce que dans la société, ce qui change véritablement, ce n'est pas le quotidien. On dit, quand vous entendrez dans les théories de l'information, parler d'information d'entropie nulle.
ça veut dire que ce qu'on dit ne change rien à la situation. Ça va de soi en fait. Quand ça va de soi, c'est que ce n'est pas une information. L'information, c'est l'élément nouveau. C'est ce qui est nouveau dans la communauté, c'est ce qui change. Par exemple, la crise que nous vivons fait qu'il y a un élément nouveau qui est l'objet du travail des journalistes. Si je viens vous dire, le soleil s'est levé à l'est, je ne vous apprends rien. D'accord? Si je viens vous dire, le soleil s'est couché à l'ouest, je ne vous apprends rien. Ce qui est information, pour un public, c'est l'élément nouveau. Donc, l'élément nouveau, dans le cas que vous citez, ce n'est pas le train qui arrive à l'heure, c'est normal. Si on a dit le train arrive à 10h, s'il est là à 10h, c'est normal. S'il arrive par contre à 11h, c'est qu'il y a un problème. Et il faut mettre le public au courant de ce problème-là. C'est ça qui est l'information. Donc le souci du journaliste, ce n'est pas le sensationnel, ce n'est pas de mettre en lumière les travers, mais son travail a sa logique en ce sens que ce à quoi il s'intéresse, c'est ce qui sort de l'ordinaire, c'est ce qui est exceptionnel. Vous verrez par exemple quand on fait le portrait de gens qui ont posé des actes exceptionnels, ce n'est pas qu'on parle en mal d'eux, mais on a estimé que ce qu'ils ont fait sort de l'ordinaire. D'accord? Mérite d'être mis en lumière. C'est pour dire que le journaliste ne parle pas seulement que des trains qui arrivent en retard. Quand il y a une situation exceptionnelle qui aurait pu faire en sorte que le train n'arrive pas à l'heure et qu'il arrive à l'heure, vous allez voir que le journaliste... Donc il explique aussi souvent pourquoi le train n'est pas arrivé à l'heure. Oui, quand il dit que le train n'est pas à l'heure, normalement il doit donner la réponse. On dit que les 5 questions qui guident le travail du journaliste, c'est qu'est-ce qui s'est passé, où, quand et pourquoi. Normalement, un bon article de presse dit pourquoi, ce qui s'est passé, mais dit pourquoi ça s'est passé. Donc donne une explication. Et l'explication a sa légitimité dans ce sens que ça tend à rassurer le public, la population. Donc je reviens une fois de plus pour dire que ce qui guide le journaliste, c'est de mettre au courant sa communauté et en parlant de ce qui ne va pas, c'est de rassurer. On dit qu'en temps de crise comme ce que nous vivons... Et donc l'information a ce côté inattendu, mais aussi ce degré d'assurer et de rassurer. Justement, en temps de crise, ce qui intéresse les citoyens, au même titre que boire et manger, c'est savoir ce qui se passe. Je suis sûr qu'aujourd'hui, quand vous partez vous coucher ou quand vous vous levez le matin, vous voulez savoir quelles sont les dernières nouvelles du front, si je puis dire. Donc, parce que vous êtes préoccupé par ce qui se passe. Au front. Donc c'est le travail du journaliste de dire ce qui se passe pour permettre aux citoyens de se positionner, peut-être de voyager ou de ne pas voyager, d'investir ou de ne pas investir. Mais la décision éclairée que prend un citoyen, c'est sur la base de bonnes informations. Et c'est le journaliste qui lui donne ces informations. Oui, Idriss Ouedraogo, il a dit, on a comme l'impression que communiquer, informer, information ou communication, la grande famille, mais beaucoup plus pour la communication, de travailler à lisser l'image, à polir l'image. Est-ce que c'est votre avis? Il faut évoluer dans cette approche-là qui est devenue un peu un lieu commun. Tous les professionnels de la communication savent que d'abord, dans la famille, il y a plusieurs éléments. Presque tous les communicateurs savent ce que c'est que le journalisme, comment on doit travailler avec eux. Il y a un pan entier des relations presse qui, justement, savent les limites à respecter avec le journaliste. Je veux dire que ça saute aux yeux, qu'il y a comme une crise. C'est pas comme même, il y a une crise de communication, une crise autour du journalisme, dû au fait justement de son positionnement et à la limite du regard des autres. Maintenant, on tend à le négliger, à juger comme si c'est ceux qui n'ont pas compris ou ceux qui veulent changer le contenu ou la destination ou la mission du journalisme. Je voudrais rappeler que la critique des médias date d'au moins de la moitié du 19e siècle. Elle s'est approfondie. Du point de vue même de l'intérieur, des journalistes considèrent que la manière de faire, la déontologie, le positionnement du journalisme là, doit évoluer pour s'adapter soit à des causes, soit... Voilà, c'est évolutif, de l'intérieur même. Il y a aussi de l'extérieur, notamment les dirigeants, qui expérimentent
le fossé, les limites un peu, ou en tout cas la difficulté d'avoir un corps de la société, mais qui n'est pas de la société, qui repose sur des lois, qui ne repose pas sur les lois. Presque tous les hommes politiques, et quand je le dis, ce n'est pas que du Burkina, un peu partout, il y a un regard un peu difficile. Et enfin, il y a tout le reste, la société civile, les intellectuels. Il y a même la sociologie des médias qui étudie justement ces gaps-là. Pour dire en clair que la critique sur les médias n'est pas nouvelle. Sauf qu'aujourd'hui, au Burkina, les journalistes ne veulent même pas qu'on critique cela. On va y arriver. Oui. Oui, docteur. Mais je tiens à préciser, si je suis d'accord que les critiques des médias ce n'est pas un exercice nouveau. En fait, ça dépend de qui le dit. Par exemple, quand on dit qu'il y a une méfiance par rapport à ce que les médias font, moi je suis chercheur. Je voudrais qu'on me sorte une seule étude qui dit aujourd'hui qu'il y a une méfiance par rapport au travail des journalistes et qu'on dise qui le pense. Si c'est ce que certains confrères appellent les patriotes de la 25e heure, qui ne sont pas d'accord avec la façon de travailler des journalistes, on en prend note. Mais ils ne viendront pas remettre en cause les règles du journalisme. D'accord? On a toujours critiqué les médias. Moi, j'ai suivi, la crise de 2014. Toutes les crises que nous avons suivies, il y a eu une critique des médias. En fait, ceux qui sont à l'intérieur savent que les médias ont toujours été critiqués. En 2014, j'ai été convoqué au CSC au moins 3 fois à cause de publications sur le faso.net. Parce qu'on n'était pas d'accord. Il y a une opinion qui n'était pas d'accord avec notre façon de fonctionner. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. On a suivi beaucoup de pression, comme c'est le cas aujourd'hui. Dans toute situation de crise sociopolitique, les médias ont toujours été l'objet de critiques de la part d'obédience qui trouvent qu'ils n'épousent pas suffisamment leur cause. Mais comment on peut expliquer cette méfiance? C'est normal parce que chacun veut que les médias soient avec lui, qu'ils disent que ce qu'il fait est bien, comme le voudrait la communication, qu'ils le soutiennent, qu'ils l'accompagnent comme on dit. Mais les médias ne sont pas là pour accompagner un pouvoir. Les médias sont là, je le répète, pour l'intérêt général. Et ils travaillent selon des principes qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui sont l'honnêteté, qui sont l'équilibre. Et vous verrez, si on avance, vous verrez que même cet équilibre est violé dans la façon de travailler des médias aujourd'hui, en tenant compte de la spécificité du contexte national. Par exemple, pour être bref, le journalisme dit, quand vous êtes face à un problème, il faut entendre les deux protagonistes. D'accord? Mais vous verrez dans les comptes rendus des médias sur les attaques, on ne cherche pas à donner la parole aux terroristes pour savoir pourquoi ils attaquent. On rend compte de ce qui se passe, mais vous avez rarement vu, sinon presque jamais, il y a eu des erreurs au début, lors des premières attaques par exemple. Mais aujourd'hui, selon les règles, j'allais dire, théoriques du journalisme, on devrait savoir à chercher pourquoi les terroristes attaquent. Qu'est-ce qu'ils cherchent? On devrait leur donner la parole. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça dans un média? On parle toujours d'hommes armés non identifiés. Voilà, c'est ce qu'on dit. Et on les met rarement en lumière en publiant les photos et autres. Si vous pouvez faire une analyse du contenu des médias et vous verrez que très souvent, l'information est déséquilibrée en faveur de nos forces de défense et de sécurité. On va y arriver. Il y a un chapitre qui va concerner un peu ces quelques dérives qu'on constate dans la pratique journalistique au Faso. Mais Idrissa Ouedraogo, vous l'avez dit, entre communication, information, c'est la même famille, mais beaucoup plus le travail des journalistes aujourd'hui est remis en cause pour plusieurs. Comment on peut expliquer peut-être aussi cela? Parce que docteur Paré l'a dit, il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a un degré élevé ou moindre de ce que nous appelons méfiance. Mais quand on va sur les réseaux sociaux, quand on écoute les émissions interactives, on voit que beaucoup de gens tirent à boulet rouge sur les journalistes, sur les médias, de par leur traitement de l'information liée au terrorisme. Comment on peut expliquer qu'il y a un fossé entre
l'opinion de l'opinion et puis ce que les journalistes eux-mêmes font comme travail au profit de l'opinion. L'opinion publique, elle se sent, elle se vit en temps réel. Deuxièmement, c'est clair que quand, en général, il y a un problème dans la société, c'est le métier même du journaliste d'aller investiguer, de faire une enquête, une interview, faire des synthèses et puis dire « Ah, voici où est le problème ». C'est curieux que les journalistes eux-mêmes préfèrent botter en touche que de s'intéresser à cela. J'aimerais bien voir un reportage, un document qui permet. Alors, ce sur quoi il repose, c'est un métier comme tous les autres. Le métier du journalisme engage les journalistes, mais Dieu seul sait que c'est le métier auquel on aboutit par plusieurs voies et puis on sort rapidement, on mène partout. On ne peut pas dire que dans la phase où on est journaliste, on devient intouchable, on devient au-dessus on se met au-dessus de tout soupçon et qu'on n'est pas humain ou on n'appartient pas à la société. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique. Il y a ce qu'on appelle le journalisme participatif, que toutes les rédactions pratiquent et qui emploient des outils pour voir ce qui se passe. Notamment les technologies de l'information. Notamment les forums de discussion. Docteur. Dans les réactions aux articles, vous avez les points de vue des lecteurs. Et moi, ça, quand je quoi? parle Ce n'est d'études, plus de la communauté. quand je parle d'études, parce que ça, ce sont des indicateurs qui nous permettent d'apprécier ce que pense le public, dans quel sens ils vont. Donc, il n'y a pas ce journal aujourd'hui qui n'est pas à l'écoute de son public. Oui, et puis il y a également... non, mais vous ne pouvez pas dire... C'est moi qui ai la parole, docteur. Je ne peux pas laisser dire... C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole et je la donne à qui je veux. Ouais. Il y a que quelque part, dans la pratique journalistique aujourd'hui, on constate un certain nombre de dérives de la part des journalistes. La parole. Laissez-moi terminer mon idée, s'il vous plaît. Je veux dire, le ghetto dans lequel ils veulent mettre le journalisme n'est pas acceptable. C'est un domaine de la connaissance, c'est un domaine de la citoyenneté. Il est en train de dire des choses qui confirment ce que je dis. En vérité, les grandes théories, c'est information, c'est dans un seul sens, c'est l'information descendante. Le feedback, qui est donc le retour, caractérise la communication. Mais quand les médias ne peuvent plus se contenter de faire descendre l'information, ouvrent en fait le message de leur travail à la réaction du public, on est en communication. On ne peut plus découper. Justement, aujourd'hui, on se rend compte que le rideau qui sépare l'émetteur et le récepteur sont devenus très minces. Oui, mais il l'a dit, M. Ouedraogo. Il dit qu'aujourd'hui, les journalistes sont arrivés même à peut-être faire la part belle. Et ils ne sont plus journalistes quand ils le font. Faire la part belle aux forces de défense et sécurité. Oui, ils sont toujours journalistes. Et de souvent faire fi de certains principes qui concernent l'équilibre de l'information. Oui, et d'autant plus que ce qu'il dit est erroné parce qu'il n'y a pas de coupure. L'information n'est pas descendante. J'ai parlé de journalisme participatif. Aujourd'hui, vous n'avez pas un seul journal qui n'a pas de forum de discussion, qui n'a pas d'émission interactive pour permettre d'être à l'écoute de son public. D'accord? Si vous partez dans une rédaction comme la mienne, lefaso.net, chaque jour, il y a un journaliste qui suit les réseaux sociaux, qui fait de la veille sur les réseaux sociaux, pour voir l'opinion, pour voir l'opinion des internautes, du public. Mais vous nous reprochez de ne pas aller dans les deux sens. Laissez-moi terminer mon idée. Non, parce que pour moi, en fait, vous êtes en train de biaiser le débat. Vous voyez? De manière très simple. Le rôle du média, le journalisme, ce n'est pas de tenir compte de ce que disent les gens dans leur définition de base. S'ils le font aujourd'hui, c'est la nécessité et qui vient encore compléter la réaction négative des uns et des autres aujourd'hui. Sauf que Idrissa Ouedraogo, quelque part dans la pratique journalistique, de faire la synthèse des réactions, même les émissions interactives. Je ne parle pas de synthèse. Il y a toujours eu la rubrique des lecteurs dans les médias. Il y a toujours eu le téléphone dans les radios, où on tient compte de l'opinion des lecteurs. D'accord? Et le journalisme participatif,
ça ne veut pas dire faire la synthèse. Ça veut dire laisser s'exprimer les citoyens, parmi lesquels il y a parfois des experts qui sont même plus doués que les journalistes et qui apportent leurs compléments. Mais donc, si on le fait, vous ne pouvez pas dire qu'on a une conception descendant de l'information, qu'on veut séparer communication et information. On aura compris, docteur Paré. Oui, Idriss, dites-nous en deux mots. Ce que je veux dire, les journalistes ont l'impression, ou certains journalistes, parce qu'effectivement, il y a d'autres qui ont eu un point de vue juste. Le journalisme ne peut pas être une bulle à côté de la société. Elle ne peut pas se prévaloir d'une déontologie qui n'engage qu'elle. Ce n'est pas un métier assermenté où toute la nation sait que ce qu'ils disent est intouchable. Ce que je veux dire, humblement, lorsqu'il y a des critiques qui s'élèvent, le minimum, c'est d'écouter et demander ou clarifier. Mais est-ce que ça ne se fait pas? Ça ne se fait pas dans la mesure où voici ces points de vue. Oui, allez-y. Docteur, si vous continuez comme ça, vous n'aiderez pas à vous faire comprendre, vous n'aiderez pas les étudiants, vous n'aiderez pas le public. Ce que je dis, le métier du journalisme a besoin de s'ouvrir. Et ce journalisme qui décrit là, ça date de quelle année? Et puis même au Burkina, est-ce qu'il n'y a qu'un seul journalisme? Ce sont des questions essentielles. Ça ne date, le journalisme n'est pas purement une invention du Burkina. Oui, en fait, je n'arrive pas jusqu'à présent à vous cerner, Idriss. Donc, laissez-moi parler autant qu'il a parlé, sinon un peu moins. Ce que je veux dire, le seul point, c'est un domaine de la société qui est en discussion. Il refuse par tous les moyens qu'on le remette en discussion. Ma première préoccupation, c'est qu'il faut qu'on accepte que ça se discute. Parce qu'il y a des spécialistes beaucoup plus poussés que les journalistes qui étudient cette question depuis longtemps. Je n'ai pas inventé la sociologie des médias. Toutes les critiques y sont. S'ils acceptent cela, toute la démarche. Dans le traitement de l'information, d'abord dans le recueil de l'information, son traitement et sa diffusion, ce n'est pas quelque chose où ils sont au-dessus de la société. À un moment ou à un autre, il y a un choix délibéré. D'accord. Et ce choix-là est critiqué, il faut écouter. Ok, on va marquer une pause. Après tout, il y a des subventions où les citoyens concèdent à la vie des médias une partie du bien commun. Ce n'est pas une activité strictement privée. Ok, voilà, on va marquer une pause. Ma préoccupation, c'est qu'ils écoutent les critiques. Mais vous ne pouvez pas en même temps dire que vous écoutez les critiques et vous empêchez qu'on donne un regard. À ce sujet, docteur Paré, je vais être simple. Combien de fois vous avez vu M. Idrissa Ouedraogo passer sur les plateaux de télévision pour exprimer son point de vue? Est-ce qu'ici, il peut me citer un seul média qui refuse la critique? Un seul média qui s'enferme dans une bulle, donc qui n'écoute que son propre discours? Ça n'a même pas de sens, puisque le média parle de ce qui se passe dans son environnement. Aucun média ne passe son temps à parler de ce qui se passe dans sa rédaction. Donc, on ne peut pas reprocher aux médias d'être dans une bulle. Combien de fois, lui, il passe dans les médias pour dire ce qu'il pense? D'accord. Ce que j'ai dit, j'ai plusieurs fois réclamé au Conseil supérieur de la communication de faire le monitoring des médias, à défaut de publier à l'attention de l'opinion publique, d'envoyer dans les médias pour qu'on sache ce qu'on reproche aux médias. Il ne faut pas se contenter de mots, dire oui, les médias refusent ceci, refusent le débat. Ça fait combien d'émissions que vous avez suivies depuis un mois sur la problématique du traitement de l'information par les médias? Presque chaque semaine, on en parle. Et les professionnels des médias viennent sur les plateaux pour dire ce qu'ils pensent. Ils reçoivent dans leur rédaction des opinions de divers horizons pour leur donner la parole. Je veux un seul cas de médias qui est enfermé dans une bulle, qui refuse la critique. Moi, je veux un seul cas. Il ne faut pas parler dans l'air, se contenter de mots. Sinon, on ne va pas sortir du débat. Tout à fait. Tant que ce sont des affirmations théoriques. On est en train de biaiser le débat. Le débat, en fait, ne porte pas sur des querelles de chapelle entre communication et journalisme. Il n'y a même pas de chapelle. L'idée, c'est de ressortir un peu comment on peut expliquer quelque peu cette méfiance de l'opinion aujourd'hui par rapport au traitement des médias. Avant de continuer, sur quoi vous dites qu'il y a une méfiance? C'est la question que je pose. Voilà, est-ce que vous avez des études? Cette remise en cause là, ça ne finit pas. Est-ce que vous avez des études ou bien c'est ceux qui parlent sur les réseaux, qui diffusent des nous audios? avons bien précisé au départ que quand on écoute les émissions interactives, quand on va sur les réseaux sociaux, on a comme l'impression qu'il y a une sorte de méfiance des consommateurs des produits des médias par rapport aux
production des médias Ça, eux-mêmes. c'est un discours... On l'a dit, on l'a précisé également, on n'a aucun élément tangible, scientifique, qui nous permette de pouvoir attester cette constatation. Je vais simplement dire, regardez qui tient ce discours-là. Regardez qui reproche aux médias de ne pas aller dans le sens j'allais dire, des gouvernants du jour, par exemple. Et ce qu'il reproche aux journalistes. Il ne faut pas se laisser prendre par des discours de communication, par un langage de communication qui veut amener les gens à croire à une chose qui n'existe pas. Qui dit aujourd'hui, regardez le nombre d'intellectuels qui refusent aujourd'hui de prendre la parole parce qu'on estime que l'atmosphère est viciée et occupée par des gens qui sont dans la radicalisation, dans la stigmatisation, sans toujours savoir de quoi ils parlent. D'accord. On va écouter Hyacinthe Sanou, qui est journaliste. Il a son point de vue sur la question et on revient à nos échanges. Aujourd'hui, en tant qu'homme de médias, pour donner cette information liée à la lutte contre le terrorisme ou à tout incident sécuritaire, c'est de mettre l'accent sur des informations utiles pour le public. Pas seulement la sommation, il y a eu tant de morts, il y a eu telle attaque, il y a eu tel genre de dégâts matériels, mais au-delà, comment les populations s'en sortent, quels sont les bons exemples de résilience. Je pense qu'aujourd'hui, autant l'armée burkinabé a dû se réinventer, autant le journalisme doit se réinventer. Ce n'est plus que le train qui n'arrive pas à l'heure qui intéresse, mais c'est d'aller au-delà. Alors comment les passagers ont pu s'en sortir malgré le retard du train. Donc je pense que c'est à cela, c'est à ce discernement-là qu'a appelé le journaliste aujourd'hui dans le traitement de l'information. Aujourd'hui, vous avez une information de nature liée à un incident sécuritaire, vous avez une nécessité de triangulation avant de pouvoir donner l'information. Vous avez autant d'autorités administratives et locales qui peuvent corroborer ce que vous avez comme information. Vous avez de plus en plus, avant c'était plus difficile, au début c'était encore plus difficile, mais aujourd'hui les forces de défense et de sécurité, les entités des différentes forces de défense et de sécurité ont des cellules de communication qui sont plus ou moins efficaces de plus en plus, qui commencent à vraiment être proactives et vous pouvez donc vous référer à elles pour pouvoir recouper votre information. Et enfin, tout bon média doit pouvoir travailler aux relais locaux. Si vous avez un incident, vous devez pouvoir travailler à avoir une source locale, un témoin local qui va pouvoir vous donner des détails par rapport à l'événement. Donc vous avez au moins cette nécessité de triangulation-là à faire. Le principal problème des réseaux sociaux qui détruit un peu le débat, c'est que ce n'est pas sain. C'est avec tout ce qu'il y a comme flow de fake news, tout ce qu'il y a comme discours de haine, ça fait que c'est pollué. Et c'est le rôle des médias déjà de donner les bonnes informations, de contrer, d'être le rempart aux fake news. Et je pense que c'est en cela que le rôle des médias est attendu. Le public, pour se forger une opinion, a besoin d'informations. Et si elle a des informations erronées, naturellement, l'opinion est déjà erronée. Donc aujourd'hui, les médias doivent travailler à donner cette information-là au public pour qu'il puisse prendre, maintenant à lui de dire oui ou non, ça dépend maintenant de chacun, ses sensibilités, mais au moins c'est basé sur des vraies informations. Et je pense que c'est à cela le défi des médias aujourd'hui. Alors, on le voit, docteur Paré Idriss Ouedraogo, Hyacinthe Sanou, qui est journaliste, est conscient que le contexte est tel que les journalistes doivent pouvoir également s'adapter par rapport au traitement de l'information tout en restant professionnels. Donc, cette autocritique, les journalistes eux-mêmes la pratiquent. C'est à moi que vous posez la question. Oui. Oui, mais c'est ce que j'ai dit au début. Ça n'a rien d'extraordinaire. J'ai dit que le journaliste est guidé par le principe de l'équilibre dans son travail quotidien. Mais face à des circonstances exceptionnelles, il s'adapte. Et l'adaptation à ce qui nous concerne, c'est que le journaliste burkinabé ne cherche pas à donner la parole aux terroristes en se disant c'est l'autre partie, ce sont des protagonistes de la crise qui nous concerne par exemple. Et j'ai dit, vous pouvez faire une analyse de contenu de ce que les médias publics et revenir me dire si vous avez des éléments qui prouvent que les journalistes ne se sont pas adaptés à la situation que nous vivons. Nous avons par exemple, lors des premières attaques suivies des médias, qui ont essayé de couvrir en direct, j'allais dire en violation des règles de prudence qu'on aurait dû respecter à ce moment. Et ça, c'était des erreurs C'était des erreurs de début. Mais aujourd'hui, vous pouvez lire les médias, vous pouvez écouter les médias.
les médias très souvent se contentent de publier les communiqués de presse. Vous prenez le cas d'Inata, il n'y a pas eu de communiqué officiel. Est-ce que les médias en ont parlé? Les médias sont devenus, j'allais dire, très polis, ce qui est même contraire à leur éthique en tant que telle. C'est pour dire que les médias se sont adaptés dans la couverture de cet événement, de cette situation, en faisant en sorte de ne pas, au nom de l'équilibre, donner la parole à toutes les parties en jeu. Donc il y a un changement presque naturellement qui s'est produit et auquel les médias se sont conformés. Donc on ne peut pas dire que les médias continuent à travailler comme ils le feraient en temps normal. Oui, Idriss Ouedraogo, vous, votre idée également, c'est ça, que les médias comprennent que le contexte est tel que la responsabilité sociale du journaliste qu'ils ont puisse les amener à pouvoir comprendre un certain nombre d'enjeux qui se posent au Burkinabé aujourd'hui. Oui, en fait, il y a tellement... justement, c'est une bonne manière de tuer le débat, d'évoquer beaucoup de choses à la fois. Beaucoup de choses qui ne sont pas aussi évidentes. D'abord, on ne peut pas parler, une seule personne ne peut pas jurer au nom de tous les journalistes, ce n'est pas possible. On ne parle pas au nom d'une association, il peut s'engager au cas par cas. Quand tu écoutes les autres journalistes, quand vous écoutez les autres journalistes, les points de vue sont plus ou moins divers. Et jusqu'ici, on tourne autour et on évite de soulever la question. Le statut du journaliste, il faut bien l'interroger. Ce n'est pas ce qui a été lu et qui est pratiqué depuis un certain moment, qui doit continuer même en période de guerre. C'est ce qu'on interroge. Et ça, c'est au cas par cas, il faut accepter de le discuter. Pour moi, la crise que nous traversons, chaque fils du Burkina doit apporter sa contribution. C'était même aux journalistes de dire, écoutez, voici notre métier, voici ce que nous pouvons y apporter. Vous savez que dans les états-majors mieux organisés, la communication très intégrée et très professionnalisée, on appelle cela le feu communication. C'est une arme du combat également. Mais en l'absence, par exemple, d'un discours officiel ou institutionnel par rapport à la situation que nous vivons, ce n'est pas, par exemple, le cas en Ukraine ou le cas au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, où l'État américain avait décrété un certain nombre de choses et vous ne verrez pas dans les médias un son de cloche aussi différent. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que, en l'absence d'éléments de langage, on peut reprocher aux journalistes de pouvoir eux-mêmes s'auto-réguler? Je ne parle pas au nom du gouvernement ou des dirigeants. Mais du point de vue des communicants politiques, on se rend compte qu'il y a énormément de défaillances de ce côté-là. Et c'est justement ce qui permet aux journalistes aussi de continuer dans les mêmes faiblesses de l'État. Au niveau de la structure de la communication gouvernementale, il y a énormément à faire. On ne peut pas continuer de cette manière. Mais ça, c'est une autre critique. C'est valable pour les communicants même aussi. Il y a les dirigeants, il y a les communicants publics, mais il y a le journaliste. Pour le moment, on parle des journalistes. Et si on parle des journalistes, c'est d'aller jusqu'au bout dans cette question-là. Ce qui donne comme habituellement refuge, je dis, et ce que la grande majorité de la population réagit, on ne peut pas se servir de cela comme refuge. Tout est à discuter. Mais c'est justement aux aînés de bousculer cela. Mais dites-nous, Idrissa Ouedraogo, concrètement, c'est quoi vous voulez que les médias disent et qui n'est pas dit dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme? Je ne parle pas comme la population. J'analyse, je regarde. Je dis, la première des choses à faire, c'est que le journaliste ne se positionne pas ou n'ait pas le courage de dire que lui, il a une profession qui ne l'implique pas. Que dans le conflit qui s'est imposé au Burkinabé, lui, il est un observateur qui doit faire l'équilibre de l'information. Parce que dans ce qu'il dit, par exemple, c'est biaisé. C'est quoi? Le parti pris, vous voulez qu'il prenne parti? Non, laissez-moi terminer ça. Quand il dit qu'ils ne font plus trop leur travail en tant que tel, donc ils ne sont plus journalistes. Ce que je dis, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un bon début, c'est toujours du journalisme. Je ne parle pas de patriotique, mais ils sont des fils de la nation. Et comme je dis, moi, ma démarche est très claire.
Il appartient aux professionnels du journalisme de dire, voici nos principes, voici notre puissance, voici notre contribution, avant même qu'on le leur demande. Au pire des cas, lorsqu'il y a des critiques, ils ne doivent pas empêcher la critique de se faire. C'est à eux de nous dire, voici ce qu'on nous critique, ce qu'on nous reproche. On leur reproche justement de prétendre faire de l'équilibre de l'information. Ça, c'est un reproche qu'on leur fait. Et lui-même, il vient de dire... L'équilibre dans quel sens? Aller interroger des terroristes ou... C'est l'équilibre dans quel sens? Je dis, ils continuent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui continuent de se protéger en disant qu'ils ont une déontologie qui les oblige à un équilibre du mais traitement. ça fait partie des sciences de l'information. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est eux-mêmes qui disent encore qu'ils ne font plus l'équilibre. Est-ce qu'en ce moment-là, ils ne sont Donc pour plus vous, il y a un journalistes? paradoxe. Pour moi, c'est des choses qui doivent être très claires. Maintenant, ils devaient apporter leur contribution, connaissant le domaine, connaissant leurs règles, connaissant les nouvelles pratiques, ils devaient le faire. Je voudrais vous faire remarquer que la déontologie des journalistes burkinabés date de 1990. Sauf s'il y a une nouvelle norme, s'il y a de nouveaux textes. Est-ce qu'ils sont tous d'accord dessus? Vous voulez parler de quoi? La charte oui. du journaliste burkinabé Oui, éditée puisque par généralement, on ne parle plus de loi. l'association des journalistes du Burkina. Oui, ce que je veux dire, moi je considère... Mais le journalisme que a existé avant l'association. C'est une science. et la charte de Munich, et la charte française, la charte européenne. Chaque pays adapte, se dit, sans cela, on ne peut pas bouger. Chaque pays, mais nous, ça date de 90. Mais pourquoi en son temps on l'avait fait? L'Observatoire burkinabé des médias, il me semble, qui a initié cela. Je veux dire, mon seul problème, c'est Non, il y a eu d'abord la charte édictée par l'association. Non, moi je voulais juste des précisions historiques. L'histoire n'est pas... En fait, c'est des précisions historiques que je vais vous donner pour qu'on continue. Il y a d'abord eu la charte édictée, la charte des journalistes burkinabés, édictée par l'association des journalistes du Burkina, la JB. Et par la suite, rien que dans les années 2015-2016, l'Observatoire, qui a été créé par la suite, a aussi repris cette charte et l'a étoffée davantage pour en faire la charte déontologique des journalistes. Donc les deux textes se complètent. D'accord, mais l'article 12 que je pourrais vous lire met la dignité humaine, la dignité humaine tout court, tout comme toutes les autres lois, mettent la dignité humaine au centre. On en discute ou on n'en discute pas. Ce que la grande population dit, quand vous-même vos textes, lorsque les droits de l'homme, la Constitution est en péril, on ne vient pas ne pas aborder ce sujet. Ma préoccupation est très nette. Je ne suis pas le porte-parole ni d'un pouvoir, ni d'une population. J'observe qu'il y a une remise en cause. Et j'observe que ceux qui sont remis en cause se réfugient, refusent le débat. Maintenant, c'est au cas par cas. Malheureusement, le Conseil supérieur évoque encore la responsabilité des journalistes. Pour moi, ça devait être d'abord légal, ensuite technique. Ce qu'on leur reproche. Pour moi, de manière légale, c'est à ce niveau que le problème se pose. Ils sont en train de déborder, de sortir de leur rôle. Et puis, je ne peux pas comprendre, lorsque vous écoutez Hyacinthe qui a parlé, et bien d'autres journalistes, ils sont pour qu'il y ait une contribution des journalistes au combat. Maintenant, c'est de savoir comment on fait ce combat-là. Est-ce qu'il y a eu des rubriques qui ont changé? Est-ce qu'on a changé la manière d'aborder le sujet? Ma vraie préoccupation, c'est de reconnaître effectivement qu'il y a une crise, mais la crise là n'est reconnue que si on arrive à ces principes comme la liberté d'opinion. Est-ce qu'il y a une liberté d'opinion quand c'est son pays qui est attaqué? Aller comme reporter de guerre dans un conflit entre deux pays qui nous sont étrangers, c'est différent. Mais lorsque son pays même est attaqué, il y a quelque chose à dire. Et peut-être c'est là que ça peut être beaucoup plus intéressant. Voilà. Lorsque, dans un conflit pareil, il y a un chef de guerre, on publie sur sa légitimité, ou alors on se prononce sur des plateaux, en fait on dévie le combat. Voilà ce que je veux dire, et ce que je demande n'est pas extraordinaire. Vous prenez tous les pays en conflit, au moment du conflit,
il y a eu un aménagement en quelque sorte des médias. Maintenant, ils ont déjà commencé un travail appréciable dans ce sens-là. Si les populations se plaignent, le minimum c'est d'écouter encore et puis dire où sont les marges où on peut aller. Voici mon seul problème. D'accord. Docteur Paris, Oui. par rapport donc à cette question d'équilibre, on le sait, l'équation entre l'éthique et la question de liberté d'opinion, liberté d'expression, souvent l'équilibre se trouve à ce niveau un peu problématique. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que les journalistes doivent faire sans trahir leur profession pour véritablement informer et communiquer sur la situation de guerre que nous vivons? Je crois qu'on tourne en rond, on se répète, on n'avance pas, on ne clarifie pas le débat parce qu'on tourne en rond inutilement à mon avis. Dès le départ, j'ai parlé des principes qui guident le journaliste. La recherche de la vérité, l'honnêteté, donc la recherche de la vérité, l'intérêt général et l'équilibre. J'ai parlé de l'équilibre qui veut que quand on traite un sujet, on entende tous les acteurs, on donne la parole à tous les protagonistes. Et j'ai signalé, dans le contexte de crise, de guerre que nous vivons, aucun média, en tout cas ils sont très peu nombreux, qui vont donner la parole aux terroristes pour qu'ils disent quelles sont leurs motivations, quelle est leur version des faits, parce que le journaliste en question veut équilibrer son article. Au contraire, la plupart des médias se contentent du discours officiel, des communiqués de presse. Et même dans l'illustration des articles, vous verrez rarement des images de terroristes. C'est plutôt les forces de défense et de sécurité qui sont utilisées pour valoriser. Sur la question d'équilibre, c'est un débat inutile. On peut rester d'ici 2 heures, on n'avancera pas si on ne prend pas en compte ce que font les médias. Quand je parle d'exemple, c'est à cause de ça. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que les médias n'ont pas revu leur manière de travailler. Est-ce que les journaux télévisés, les articles que vous lisez, vous voyez dedans que les médias, au nom du principe de l'équilibre, donnent la parole à tous les protagonistes, à tous les acteurs de la crise? Il n'y en a pas. Au contraire, et c'est même très souvent des communiqués de presse. Les médias se sont résolus à être principalement des diffuseurs de communiqués de presse institutionnels, ou alors ce sont des communiqués de l'agent d'information du Burkina qui joue son rôle. Les dépêches de l'agent. Des dépêches, l'AIB qui joue son rôle, qui est utilisé par les autorités pour communiquer, et ce sont ces dépêches-là qui sont exploitées. Donc je ne vois pas en quoi on peut dire aujourd'hui que les médias burkinabés, que les journalistes burkinabés n'ont pas revu leur façon de travailler et continuent de travailler comme s'il n'y avait rien, comme s'ils étaient en face d'un sujet banal où il faut appliquer le principe de l'équilibre. Si vous avez fait une analyse de contenu avec des chiffres, je veux qu'on en discute. Sinon, vous me donnez des cas. Oui. C'est-à-dire, sinon, on va parler en l'air, on n'avancera pas. Vous pouvez, n'importe quel journal que vous saisissez, vous verrez que dans ce journal-là, on parle du côté officiel. Vous avez déjà vu des reportages, des entretiens avec les chefs djihadistes ou même avec, où on dit oui, nous avons attaqué telle ville parce que. Ou bien on a fait des portraits de ceux qui ont attaqué. On a déjà fait des entretiens avec eux pour leur donner l'occasion de donner leur point de vue, justement, de donner leur version des faits. Il faut accepter qu'on a revu la façon de travailler, qu'on a modifié les principes du journalisme en tenant compte de la situation que nous vivons. Mais si on continue à dire oui, les journalistes veulent respecter l'équilibre. On aura compris. Idriss Ouedraogo, dans ce contexte, alors, quel peut être véritablement le rôle des journalistes, mais pas aussi que des journalistes, des communicants, parce qu'il n'y a pas que des journalistes aussi dans la contribution à la lutte contre le terrorisme, mais il y a aussi des communicateurs. Quel peut être le rôle de l'un ou de l'autre? Tout à fait. C'est peut-être là que ça devient intéressant. Il y a des contributions. On bloque et on continue de trop bloquer inutilement sur la question des journalistes. C'est sûr, eux-mêmes, ils reconnaissent qu'on ne peut pas. J'en parle parce que c'est le premier point que j'allais suggérer comme résolution ou proposition. S'ils reconnaissent qu'ils ne continuent plus de travailler comme avant, c'est comme à Rodoko, c'est en écoutant
la rue ou la population ou l'opinion, c'est selon. C'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Maintenant, c'est où ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas sur des plateaux, ce n'est pas des jugements de valeur simplement. Sauf que j'observe aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation. Oui, dans la préparation de cette émission, vous avez parlé par exemple de marketing de contenu, par exemple. Voilà, pour moi, je voudrais que dans ce même travail de remise en cause, tout ce qu'il y a comme science et technique à la disposition des politiques éditoriales des médias, qu'ils profitent en tout cas pour aller. Parce qu'après tout, ils sont là pour le public. On écrit pour un public. Ça, c'était la première des choses. Maintenant, s'ils le font, le débat devient sain. Et ça permet de voir les grandes lacunes de l'autre côté. Malheureusement, beaucoup sont venus à la communication avec ce background du journalisme. Vous reconnaissez avec moi que la plupart de ceux qui sont en train de gérer la communication de l'État sont venus du journalisme. Je crains qu'ils viennent encore avec cet esprit. Je ne suis pas de ceux qui parlent du profil de formation. Tout le monde peut être bon communicant, là n'est pas le problème. Mais lorsqu'on a un poste de communication, il y a un ensemble de choses qu'il faut dérouler. Et comme chez les journalistes, chez les communicants aussi, on en est peut-être à 30-40% maximum du déploiement de communication qui devait se faire, notamment en période de guerre. Et les relations presse ne sont pas mises en œuvre parce qu'il faut éviter même que les journalistes aillent chercher l'information ou supputent. Les derniers exemples, les 2 derniers communiqués, c'est même une stratégie de communication maintenant que de faire fuiter un communiqué, celui du ministère de l'Urbanisme, qui vient de sortir une note en rapport avec le contrôle concernant les exactement. Terrains. Je n'ai pas eu de communication gouvernementale d'usage d'habitation. Voilà. J'ai vu seulement qu'on a fuité et chacun devait le faire comme il voulait. Et malheureusement, comme les médias aussi sont restés dans peut-être cette zone de confort, ils ont généralement pris et ils se sont contentés un peu de cela. Ils ont juste fait un chapeau et puis ils ont donné le communiqué. Ça ne va pas plus loin que ça. Et ça les met sur le même... Et pourtant, il y en a qui sont allés rencontrer des techniciens avec qui ils ont échangé pour comprendre jusqu'où cette disposition peut aller et quelles peuvent être peut-être des dérives à éviter dans le cadre de ce contrôle. Mais là, par exemple, on ne peut pas généraliser, si bien qu'on ne peut pas mettre tous les médias sur le même niveau. Certains se sont contentés de diffuser. Lorsqu'il y aura des critiques vis-à-vis de ceux qui n'ont pas donné le maximum d'eux-mêmes, on va généraliser à toute la presse. On ne peut pas généraliser ces choses. On ne peut pas parler au nom de tout le monde. Il y a eu aussi par rapport à, je crois, au Maroc, qui a ouvert le passeport. Beaucoup se sont contentés juste de pouvoir transmettre ces communiqués-là. Il y a donc entre les services de communication de tous les démembrements de l'État et les médias, un travail essentiel à faire qui n'est pas fait, qui est légèrement fait. Maintenant, la plus grosse affaire, c'est vraiment en rapport avec les décideurs. Dans la période de guerre, personnellement, je ne vois pas une communication de guerre. On se contente peut-être de demander l'accompagnement des médias, et ça, ce n'est pas leur métier. C'est les communicants qui doivent, par rapport à chaque fait ou chaque message, donner de sorte que les médias puissent aller plus loin. Et pire ou mieux, ça peut même aller en termes de loi pour que des mots soient interdits dans leur usage. Du coup, les journalistes n'ont plus à chercher. Et ça, c'est aux dirigeants de pouvoir encadrer ces choses-là. La mentalité ambiante, ou plutôt l'opinion publique, doit être contrôlée dans le sens de la victoire. Je prends le cas des zones qui sont libérées où il y a des opérations. La Grande Muette trouve qu'il faut se taire. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport aux populations qui reçoivent des bribes d'informations? Ils ne peuvent pas ne pas communiquer. Voilà. Donc pour moi, il y a d'abord une remise en cause, et en sachant que ce soit pour le journalisme, les relations publiques ou les dirigeants, il y a des disciplines qui sont établies et les gaps aujourd'hui se mesurent longuement. Voilà. Oui, mais dans un contexte aussi où peut-être souvent des informations sérieuses et capitales sont relayées sur des réseaux sociaux au lieu de passer par les médias traditionnels pour rassurer davantage, est-ce qu'il n'y a pas également problème à ce niveau? Il y a d'énormes problèmes. On a vu comme ça tomber sur nous
une attaque avec les images prises par le drone. On a juste fuité encore et c'était une stratégie de communication, alors qu'on a une agence de communication qui aurait pu faire un papier et emballer tout ça pour que ça soit orienté et que même les autres homologues puissent l'exploiter convenablement. Et je dis au passage que l'AIB, l'agence d'information du Burkina, c'est la meilleure occasion pour lui doter en moyens et puis faire une vraie politique d'agence, de sorte qu'elle participe à la communication de guerre. Mais tel que c'est encore un autre site d'information sans particularité. Il devait être le grossiste de l'information officielle, où il y a des banques d'images, il y a des dossiers de presse, il y a des choses très renseignées. Et du point de vue communication, là où les gens parlent peut-être de propagande, il n'y a pas un discours sur la guerre. Les autres sont partis jusqu'à la fabrication de l'ennemi. Pour nous, on n'a même pas à le fabriquer. Mais il faut le dessiner, il faut faire le portrait type. Et il faut faire en sorte qu'il y ait un lien entre son appartenance au Burkina et sa position par rapport à cet ennemi. D'accord. Il n'y a pas de discours sur la guerre. On va écouter Albert Nagrego de Libre Info se prononcer sur la question. Et il également donne des perspectives concernant cette question de comment les acteurs de l'information et de la communication peuvent bien jouer leur rôle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il ne faudrait pas que le gouvernement pense tout seul que les médias doivent pouvoir arriver à développer des stratégies seuls. C'est compliqué. Je pense qu'à la fois, on essaie d'injecter de l'argent pour soutenir l'armée, pour former également d'autres entités. Si on estime que les médias peuvent être des partenaires utiles dans cette lutte contre le terrorisme, il faut également revoir les conditions aussi de ces médias, surtout les médias privés. Ce n'est pas un secret, tout le monde sait que les médias connaissent une précarité énorme. Je pense que les médias ont développé des stratégies, ils continuent de développer également. C'est au gouvernement aussi d'apporter un appui à ces médias-là pour dire qu'on veut qu'ensemble, on essaie de voir comment on peut développer une stratégie à la fois médiatique, sécuritaire, pour mener la lutte contre ce terrorisme. Et ces stratégies peuvent aller à plusieurs niveaux. D'abord, il faut développer, le renforcement des capacités. Parce qu'on a des médias aujourd'hui, le principal problème, c'est l'éthique et la déontologie. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais moi, en tant que professionnel, je remarque qu'il y a un véritable problème d'éthique et déontologie. Et cela s'explique par le fait qu'on a une génération aujourd'hui, c'est vraiment des jeunes qui travaillent avec le cœur, mais qui ont besoin également d'appui, qui ont besoin d'apprentissage, qui ont besoin de recyclage. Malheureusement, nos médias n'ont pas les moyens aujourd'hui pour organiser des recyclages à l'interne. Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui pour payer des formations. Et donc, je pense que c'est au gouvernement de les aider et voir à quelle mesure également les accompagner du point de vue matériel, du point de vue numéraire, du point de vue, on va même dire, juridique, pour qu'ils puissent travailler. Assainir également le milieu aussi des médias, parce qu'il y a beaucoup de médias également qui existent avec peu véritablement de cahiers des charges ou qui ne respectent pas. Et c'est après coup qu'on rattrape les choses, on voit que c'est dommage, l'information qu'il ne fallait pas diffuser est déjà passée. Donc pour moi, les questions de source, ça rejoint ce que j'ai dit au début, leur courage, leur envie de donner l'information les amène à aller même là où on n'estime même pas qu'il y a des réseaux de téléphonie pour chercher des témoins pour avoir les infos. Quelque part, il ne faudrait pas aussi que le gouvernement laisse le vide, parce que plus vous laissez le vide, les médias vont continuer aussi à faire de leur mieux pour communiquer, et après vous allez sortir pour vouloir démentir. Et quand on court après pour démentir, ça rejoint un peu l'adage d'Amoré qui dit que le premier a dit là, c'est lui qui a toujours raison. Le problème, c'est surtout au niveau des réseaux sociaux et au niveau des médias en ligne également. Et donc, il y a des pages Facebook de propagande. L'autre chose, les gens ne sont pas suffisamment éduqués aux médias, donc ils n'arrivent pas à faire la différence entre des pages Facebook ou des réseaux sociaux fiables et des médias. Donc, même quand ça vient des réseaux sociaux, quand ce n'est pas des pages Facebook fiables, on a tendance à attribuer ça aux médias. On dit que c'est les médias. Ce n'est pas les médias. Idriss Ouedraogo, on l'a vu, Albert Nagrego, il estime que les journalistes ont fait beaucoup d'efforts, ils se sont adaptés à la situation, mais il y a aussi le fait que la précarité aidant, des dérives peuvent arriver. Comment on fait entre l'équilibre d'aider à faire son travail comme il se doit
mais aussi l'impératif de pouvoir rester professionnel. Comment on fait? Bon, j'allais dire les chemins sont connus, hein, et je pense qu'avec l'Agrego, par exemple, on a avancé parce qu'il a intégré vraiment et il est toujours à la recherche de la satisfaction de l'opinion ou de la plénitude de leur mission. C'est pourquoi je pense que c'est la remise en cause des journalistes par les journalistes eux-mêmes. C'est eux qui savent le mieux ce qu'il faut faire. Mais ce que je peux donner comme suggestion, puisque c'est un domaine connu et ouvert, il faudra qu'on revoie effectivement le management des médias, l'économie des médias. C'est toute une discipline. Il faut qu'on change le modèle économique des médias. On ne peut pas toujours être en train de parler de liberté d'opinion alors qu'au début d'un média, il y a un capital, il y a son actionnariat. Ça devait être l'objet même en vérité des préoccupations essentielles des fêtières des médias. Il y a aussi le marketing éditorial. On ne peut pas se contenter de dire « j'ai dit, vous devez le prendre ». Vous devez l'emballer, c'est un produit marketing. Même la guerre se vend, à plus forte raison un contenu éditorial. Il faut aussi ajouter du marketing éditorial à cela. Et puis peut-être ce qu'on peut dire pour terminer là-dessus, c'est les questions de progression dedans. Puisque si le capital, l'économie le modèle économique n'est pas assis, qu'il n'y a pas un marketing éditorial dedans, en définitive, la perspective du média est remise en cause. Donc c'est ce volet-là qui commence par... Vraiment, moi j'aurais souhaité que ça ne vienne même pas de l'extérieur. L'idéal, c'est que les fêtières, les spécialistes des médias, les sociologues, les consultants, ils règlent la question parce que les besoins ou les reproches sont connus et c'est eux qui savent sur leur déontologie, sur les lois, ce qu'il faut faire pour pouvoir satisfaire cela. Sinon, il y aura des critiques infondées souvent et de l'incompréhension. Ce sont nos journalistes, après tout, c'est des journalistes burkinabés. Deuxième chose, pour aller plus loin, les médias, quelles que soient les réformes ou leur remise à niveau, ne seront pas performants si en face, leurs interlocuteurs qui sont les communicants du système public là, ne sont pas à la hauteur. Si eux-mêmes ne changent pas d'idée, beaucoup étant venus du journalisme pensent que c'est par accointance qu'on peut orienter les journalistes de tel côté. C'est aux antipodes de la profession du communicant. D'abord, il y a une lacune de communication. Des événements se passent, on ne sait pas d'où ça vient, où ça va. Il faut qu'ils remplissent aucun document, aucun acte des ministres, des actions gouvernementales ne doivent rester sujets à interprétation. Finalement, quand vous multipliez ça par le nombre de ministères ou d'initiatives, vous avez une population qui n'est plus en phase avec son gouvernement parce qu'il y a une lacune d'information. Il faut chasser toutes les lacunes d'information et les combler. Et ensuite chercher à performer, faire vraiment des relations publiques, faire en quelque sorte une séduction de la population pour laquelle on est là. Et puis le troisième, vraiment, c'est très compliqué. On mène la guerre. Malheureusement, on doit gérer la question communication. Si on ne change pas la structure de la communication, si on ne donne pas un leadership à la communication, parce que vous remarquerez que les communications au niveau gouvernemental sont acéphales, il y a une superposition de structures, ainsi de suite. En tout cas, il y a des réformes à faire là-bas. La logistique précède la guerre. Si on n'organise pas tout ça, on va faire encore de la guérilla. Hein. On vient parce qu'il y a du feu ici, on vient, on tape, on va. Au niveau de la communication, je veux dire, il y a tout de suite, c'est les journalistes. On parle de journalistes patriotiques, patriotes, ainsi de suite. Mais ça ne résout pas le problème. La communication aujourd'hui, une des forces de la nation, il faut s'organiser pour que ce ne soit pas le maillon faible. Que les journalistes tout de suite commencent à faire de la publicité de l'armée et autres, on sera toujours dans le déficit d'information. Oui, docteur Siliac Paris. Oui. Sur cette question, on a à cœur de faire son travail et de le faire bien, l'a dit Albert Nagrego, mais il se trouve aussi que l'économie des médias, pour ne pas dire la santé financière de certains médias, peuvent les conduire dans des tentations qu'on ne souhaite pas. Donc comment arriver à pouvoir à la fois être habité par ce souci de bien faire son travail
mais aussi de pouvoir disposer de soutien nécessaire pour le faire. Oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes économiques qui ne datent pas d'aujourd'hui, hein. Si vous approchez les fêtières des médias, elles vous diront que depuis plus de 10 ans, nous sommes en négociation avec les autorités pour qu'on mette en place des conditions fiscales adaptées à l'entreprise de presse. Rien que sur la TVA, par exemple, les médias payent au même taux 18% que n'importe quelle entreprise, alors que l'information n'est pas un produit commercial comme les autres. Les entreprises de presse ne fonctionnent pas comme les autres entreprises. L'apport, quand on parle de rôle social, c'est parce que la presse a un rôle démocratique. Au nom de cette contribution à la démocratie, on lui accorde certaines faveurs spécifiques. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Ailleurs, peut-être vous avez une TVA de 2% pour les médias, mais ici, c'est le même taux. Et parfois, on a une TVA qui asphyxie la trésorerie des entreprises. Ce sont des questions qui ne sont pas nouvelles. On les a posées depuis des années. Vous pouvez aller consulter, les documents existent sur ces questions-là, mais on n'a jamais été écouté par les autorités. C'est vrai, il faut des conditions spécifiques, mais il faut que les gouvernants en soient conscients. Est-ce qu'ils en sont conscients? C'est la question que je me pose. Mais au-delà de l'aspect économique, il y a même un vrai problème d'accès à l'information. D'accord? Vous avez vu qu'au cours des derniers mois, on a restreint l'accès des journalistes à certains sites. On n'a plus accès au Conseil des ministres. Il n'y a plus de points de presse du gouvernement qui permet justement aux médias de poser des questions et d'aller au-delà de simples communiqués de presse. Et la loi sur l'accès à l'information n'a jamais été mise en œuvre. Aujourd'hui, pour avoir une information auprès de l'administration publique, c'est la croix et la bannière. Donc, le gouvernement demande aux médias de l'accompagner. En même temps, il leur interdit de le suivre. On ne peut pas suivre quelqu'un on ne peut pas accompagner quelqu'un qui vous interdit de le suivre. Mais nous sommes pourtant, j'allais dire, dans cette aberration. Quand nous avons rencontré le chef de l'État, nous avons par exemple, sur la question de l'accès à l'information, souhaité qu'il y ait, comme ce qui existe ailleurs, un journalisme embarqué, où on peut constituer des poules, peut-être à tour de rôle, amener des journalistes sur les champs de bataille, sur certains champs de bataille par exemple, pour leur permettre d'avoir des éléments à eux pour rendre compte de ce qui se passe. Mais si on contraint, on confine les médias à diffuser des communiqués de presse, on les dégélitime. Voilà. Ils perdent leur légitimité puisqu'ils ne disent pas plus que ce que les canaux officiels disent. Des fois, ils disent même moins que ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Vous avez remarqué comme moi que les primeurs de l'information aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. Vous avez des activistes, ce qu'on appelle activistes, qui sont des blogueurs, qui ont la primeur de l'information de ce qui se passe sur le front, avant les médias. Et tout ça contribue à diminuer la crédibilité professionnelle des médias. Si on leur interdit d'avoir accès à l'information, ils ne sont pas dans des conditions de travail idoines, forcément ce qu'ils font ne peut qu'être à la hauteur des conditions. Et heureusement, les médias essaient de faire des efforts. Sinon, on pourrait se contenter de ne rien dire même. Mais il y a réellement des efforts qui sont faits en termes d'équilibre de l'information, prenant en compte la spécificité du contexte. Et il y a aussi une amélioration dans l'accès à l'information. Tant qu'on ne permettra pas aux journalistes d'avoir accès à certaines scènes, à certaines régions et de diversifier leur contenu, on ne rendra pas service à l'opinion publique. D'accord. Oui, Idriss Ouédraogo, pour terminer, peut-être à quoi faut-il s'en tenir sur ce sujet du rôle des acteurs de l'information et de la communication dans un contexte de guerre contre le terrorisme, pour terminer? C'est vrai que c'est une guerre. Il y a la priorité des armes, ça il faut le dire sans embâche. Mais juste avant ou après eux, ce qui entoure et facilite leur travail et qui facilite la victoire, c'est vraiment les relations avec tous les segments de la société, y compris l'ennemi. Une bonne communication peut permettre que les combats ne soient pas si rudes, s'ils déposent les armes. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas démontrer l'importance de la communication et de l'information en période de guerre. Et en face,
Personnellement, je ne comprends jamais lorsqu'on demande aux journalistes un accompagnement. Parce qu'on leur laisse en fait la latitude et on va au-delà de la responsabilisation du média. Donc, certainement qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne. Aux journalistes, on ne demande pas un accompagnement. Ce qu'ils appellent journalisme embarqué, ça fait partie des relations presse et des visites de presse. On organise pour qu'ils viennent eux-mêmes comprendre mieux les situations. Donc, comme je dis, si côté communicant public, le métier est fait entièrement, ces choses-là sont dans leur carnet. C'est normal qu'ils permettent aux journalistes d'aboutir à ce qu'ils veulent comme accompagnement. Oui, voilà, donc très clairement, pour ne pas être plus long là-dessus, c'est une guerre elle peut être gagnée avec moins de communication, mais on souffrira davantage. Et l'après-crise n'est pas certaine si la communication n'est pas impliquée dès à présent. Oui, docteur Paris, pour terminer. D'accord. Moi, je pense que les médias burkinabés, dans leur ensemble, sont engagés dans cette guerre-là, travaillent de façon, j'allais dire patriotique, pour employer le mot de tendance. Et il faut leur permettre de continuer à travailler dans ce sens, pour leur crédibilité, leur permettre d'avoir accès à l'information, pour diversifier leur contenu, ce qui permettra de mieux informer le citoyen et lui permettre d'être un citoyen engagé aussi dans le combat qui est le nôtre. Si les médias sont mal informés, c'est les citoyens dans leur ensemble qui sont mal informés, qui ne sauront pas ce qui se passe exactement, qui ne sauront pas dans quel sens aller et qui ne sauront pas pour quelle cause il faut s'engager. Donc il faut permettre aux médias, il faut leur faire confiance. Il n'y a pas de raison, aucune étude, aucun fait tangible, aucun exemple concret, à ma connaissance, ne permet aujourd'hui de remettre en cause le professionnalisme des médias. Au contraire, il y a beaucoup de restrictions, de marge de manœuvre qu'il faut lever pour leur permettre de fonctionner de façon optimale, de fonctionner de façon à défendre l'intérêt général et à permettre aux citoyens de savoir où on en est. Où on en est, ça peut ne pas toujours faire plaisir à ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, mais ça permet de recadrer. Je pense qu'un bon dirigeant doit être à l'écoute des médias. Ça éviterait certaines crises. On est à combien de coups d'État? Parfois, les médias ont été les premiers à alerter sur les dérives qu'on n'a pas voulu entendre avant que les choses aillent à un certain niveau où on en arrive à des coups de force. Pourquoi il y a eu dans notre pays des coups d'État qui ont été bénis, qui ont été applaudis? C'est parce qu'on a estimé que l'intérêt général n'était plus en conformité, n'était plus défendu par ceux qui sont au pouvoir. Et les médias sont là pour signaler les petites dérives qui arrivent, qui conduisent à de grandes dérives, qui aboutissent à des coups d'État, par exemple, à des renversements de situation. Voilà, c'est ce qu'il faut éviter en faisant confiance aux médias, en sanctionnant quand il y a des dérives professionnelles, mais en leur permettant de jouer leur rôle social qui est d'informer les citoyens et qui est de défendre l'intérêt général. Voilà donc, merci à vous, docteur Cyriaque Paré. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRST, spécialiste des sciences de l'information et de la communication, également spécialiste du multimédia et des technologies de l'information et de la communication. Merci d'être venu répondre à nos questions. Également était avec nous Idriss Ouedraogo, communicateur et spécialiste en communication politique. Merci d'être venu répondre à nos questions. On s'arrête là pour questions majeures de ce jour. Merci de l'avoir suivi et à une très prochaine pour d'autres questions majeures. Au revoir et à bientôt.